La lumière de l'aube se déversait comme un secret sur les contours du siège de Ravel Group. Un édifice imposant de verre et d'acier qui se dressait, telle une déclaration de puissance, aux abords de Lyon. Ce bâtiment n'était pas simplement une construction, c'était un monument à l'ambition humaine, à cette volonté inébranlable de s'élever toujours plus haut, de dominer l'horizon. Les premiers rayons du soleil s'y reflétaient comme des promesses dorées, des promesses que seuls certains semblaient avoir le droit de saisir. Anna Lemaître arriva bien avant que la journée ne commence véritablement pour la plupart des employés. 39 ans, le visage délicatement sculpté par les éléments, par une vie passée en communion avec la terre et ses mystères. Ses yeux, d'un vert profond comme les sous-bois après la pluie, portaient cette sagesse particulière de ceux qui ont appris à observer avant d'agir, à écouter avant de parler. Ses mains, légèrement calleuses mais élégantes dans leur force, racontaient l'histoire d'une femme qui avait fait de la création sa vocation. Elle s'était attachée les cheveux en un chignon simple, quelques mèches rebelles s'échappant pour caresser sa nuque. Son jean était usé aux genoux, non pas par négligence, mais par cette usure honorable qui vient du travail authentique. Sa chemise à carreaux, roulée jusqu'au coude, révélait des avant-bras hâlés par d'innombrables journées passées sous le soleil. Rien, absolument rien dans son apparence ne trahissait sa véritable nature, ni la profondeur de son influence, ni l'étendue de sa vision. Elle se tenait immobile, absorbant l'atmosphère de cet endroit comme une plante absorbe la lumière. Chaque détail était important, comment les premiers arrivants se saluaient entre eux, comment certains marchaient les yeux rivés au sol tandis que d'autres défiaient l'horizon, comment les hiérarchies invisibles se manifestaient dans les postures, dans les regards, dans ces micro-expressions que la plupart ne remarquent jamais. Elle mémorisait tout, son esprit travaillant comme un jardinier expérimenté qui évalue un terrain, où est la vie, où sont les résistances, où pourrait fleurir quelque chose de nouveau. Les employés commençaient à affluer, un flot de costumes sombres et de tailleurs impeccables, visage masqué par cette expression particulière du lundi matin, mélange de résignation et de détermination. Ils passaient près d'Anna sans la voir vraiment, leur regard glissant sur elle comme l'eau sur les feuilles. Elle était devenue partie intégrante du paysage, invisible comme le sont souvent ceux qui façonnent l'environnement que les autres traversent sans conscience. Cette invisibilité ne la blessait pas. Au contraire, elle l'utilisait comme un outil, comme un avantage stratégique. Le soleil était maintenant pleinement levé, baignant le parvis de l'entreprise d'une clarté presque brutale qui ne laissait aucune ombre où se cacher. Les portes automatiques du bâtiment s'ouvrirent avec ce souffle discret, presque respectueux, réservé aux lieux de pouvoir. Un homme en sortit, le pas rapide et assuré, téléphone collé à l'oreille comme une extension naturelle de son corps. Son visage, aux traits réguliers que certains auraient qualifié de beau s'il n'avait pas été contracté par une irritation manifeste, reflétait l'impatience d'un esprit qui considère le temps des autres comme infiniment moins précieux que le sien. Alexandre Ravel. 45 ans. Héritier de la deuxième génération et amplificateur d'un empire familial qu'il avait su faire prospérer au-delà même des espérances de son père. Son costume gris anthracite semblait avoir été conçu non seulement pour épouser parfaitement sa silhouette, mais pour incarner l'autorité même. Sa montre, discrète mais dont le mécanisme suisse valait le prix d'une petite voiture, rappelait à quiconque le remarquait que chaque seconde de cet homme avait une valeur. Ses chaussures italiennes, polies jusqu'à refléter les nuages, claquaient sur le sol avec l'assurance tranquille de celui qui n'a jamais vraiment eu à douter de sa place dans le monde. Si ce nouvel investisseur ne comprend rien aux affaires, qu'il ne vienne même pas, lança-t-il dans son téléphone, sa voix tranchante comme une lame de rasoir. Je n'ai pas de temps à perdre avec des amateurs qui croient que l'économie verte est un simple effet de mode. Il marchait vite, sans vraiment regarder autour de lui, comme si le monde avait le devoir naturel de s'écarter sur son passage. Son attention était entièrement tournée vers sa conversation téléphonique, vers les chiffres, les projections, les stratégies, ce monde abstrait de la finance qui semblait plus réel pour lui que le sol sous ses pieds ou l'air qu'il respirait. Soudain, son pied heurta le tuyau d'arrosage qu'Anna avait consciencieusement déroulé pour atteindre un parterre de jeunes plants qui promettait, avec les soins appropriés, de devenir un magnifique massif de fleurs sauvages. Il trébucha légèrement, son rythme parfait momentanément brisé, son équilibre compromis pendant une fraction de seconde. « Faites attention », dit-il sèchement sans même poser les yeux sur Anna, comme si la réprimande était adressée à un objet plutôt qu'à un être humain. « Vous n'êtes pas là pour gêner. Votre travail est de rendre ces lieux présentables, pas d'y créer des obstacles. Pas un regard. Pas une seconde pour voir à qui il s'adressait. Il avait simplement identifié une présence, un obstacle, un élément du décor qui avait eu l'audace de perturber sa trajectoire. Pour lui, à cet instant,
Anna n'existait que comme une fonction, pas comme une personne. Anna baissa les yeux. Non par soumission ou par honte, mais pour cacher la lueur qui venait de s'y allumer, un mélange de compréhension profonde et d'une résolution tranquille. Elle ne dit rien. Mais dans ce silence, elle avait parfaitement enregistré chaque mot, chaque intonation, chaque nuance de ce mépris désinvolte. Non pas pour nourrir une rancune, mais pour comprendre la profondeur du travail qui l'attendait. Le tuyau d'arrosage qu'elle tenait dans ses mains semblait soudain symbolique, un lien entre la source et ce qui a soif, entre le potentiel et sa réalisation. Elle le replia lentement, avec des gestes précis, économes, respectueux de l'outil et de sa fonction. Puis elle retourna à son travail, son visage retrouvant cette expression de concentration sereine qui la caractérisait. Le reste de la matinée s'écoula dans le rythme régulier d'un travail consciencieux, presque méditatif. Anna plantait, taillait, arrangeait. Ses mains dansaient parmi les plantes avec une grâce née de décennies d'expérience et d'un amour profond pour ce dialogue silencieux entre l'humain et le végétal. Parfois, elle s'arrêtait, se redressait, contemplait l'ensemble, comme un peintre qui recule face à sa toile pour en saisir la composition globale. Puis elle ajustait un détail ici, renforçait un équilibre là, toujours avec cette économie de gestes qui caractérise les vrais maîtres de leur art. Elle travaillait comme on médite, avec une présence totale, chaque mouvement inscrit dans une continuité qui transcendait le moment présent. Dans ses mains, les plantes n'étaient pas simplement des objets décoratifs, elles étaient des êtres vivants avec lesquels elle créait une relation, une promesse mutuelle de croissance. Midi vint, et avec lui cette pause qui divise la journée en deux temps distincts. Anna s'installa sur un banc de pierre, dans le petit jardin latéral que peu d'employés fréquentaient. C'était un espace oublié, coincé entre deux ailes du bâtiment, que la plupart traversaient sans voir, pressés par leurs agendas surchargés. Mais pour Anna, c'était un sanctuaire, un lieu où les énergies se rassemblaient différemment, où le bruissement des feuilles racontait des histoires que peu savaient encore entendre. Elle sortit un simple repas préparé la veille avec soin, une salade composée de légumes de son propre jardin, un pain complet pétri de ses mains, une pomme cueillie sur l'arbre qu'elle avait planté 10 ans plus tôt. Elle mangeait lentement, consciemment, savourant chaque bouchée comme un acte de gratitude. À intervalles réguliers, elle laissait délibérément tomber quelques miettes, attirant les petits oiseaux qui, moins intimidés par sa présence que par celle des autres humains, venaient picorer près de ses pieds. C'est là qu'Alexandre la remarqua à nouveau. Il traversait le jardin en compagnie de son assistant, un jeune homme dont le costume semblait être une version moins assurée du sien, comme un écho affaibli de sa propre autorité. L'assistant portait une tablette sur laquelle défilaient des chiffres, des graphiques, des prévisions, tout ce monde virtuel qui semblait être la seule réalité qui comptait vraiment dans cet univers corporate. J'ai toujours été fasciné par la manière dont les gens simples peuvent se satisfaire de si peu, glissa Alexandre à l'oreille de son assistant avec un sourire en coin, suffisamment fort pour être entendu au-delà du cercle de leur conversation privée. Un sandwich, un banc de pierre, et ils ont l'impression d'être au paradis. Peut-être que c'est ça, le vrai secret du bonheur, des attentes réduites au minimum. L'assistant eut un petit rire obligé, ce genre de rire qui n'exprime pas la joie mais l'allégeance, qui ne naît pas de l'humour mais de la hiérarchie. C'était un rire qui disait « Je suis de votre côté, je partage votre vision du monde, je confirme votre supériorité. » Alexandre poursuivit son chemin, satisfait de lui-même, de son esprit, de sa position. Il n'avait pas un instant envisagé que ses paroles avaient été parfaitement entendues et comprises par celle qu'il venait de juger si hâtivement, si superficiellement. Anna sourit doucement. Un sourire tranquille, presque compatissant, qui ne contenait ni colère ni ressentiment. Elle prit une autre bouchée de sa pomme, sentant sa fraîcheur acidulée exploser sur sa langue. Elle ne répondit pas à la remarque qu'elle n'était pas censée avoir entendue. Pas encore. Car elle savait, avec cette patience des jardiniers, que chaque chose a son temps. Que forcer l'éclosion d'une fleur ne fait qu'en compromettre la beauté. Le temps viendrait. Le moment juste. Celui où les mots porteraient leur plein pouvoir. L'après-midi s'étira comme une méditation, rythmée par le bourdonnement paisible des insectes, le chant occasionnel d'un merle et le lointain murmure de l'activité humaine qui semblait curieusement détachée, comme appartenant à un autre monde. Anna travaillait maintenant près de l'entrée principale, redessinant un parterre qui accueillerait bientôt des plantes soigneusement choisies pour créer une première impression harmonieuse et accueillante pour les visiteurs. Ses mains creusaient la terre, la sentaient, la comprenaient. Elle ajoutait ici du compost, là un peu de sable pour améliorer le drainage. Chaque geste était à la fois technique et intuitif,
né d'un savoir théorique profond et d'une connexion presque mystique avec la Terre. Pour qui savait regarder, il y avait une forme de poésie dans cette danse entre la femme et le sol, une chorégraphie ancienne comme l'humanité elle-même. À 17 heures précises, comme si une alarme invisible avait retenti, le téléphone d'Alexandre vibra dans la poche intérieure de sa veste. Il était alors dans son bureau du dernier étage, entouré de baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur la ville, une perspective que beaucoup admiraient mais que lui-même remarquait à peine, tant son attention était absorbée par les écrans et les documents qui constituaient son véritable paysage quotidien. Il consulta le message de son directeur financier, un homme brillant dont la loyauté n'avait d'égal que la discrétion. Le message était bref, factuel, la réunion avec l'investisseur silencieux était avancée. Maintenant. Immédiatement. En salle de conférence Cézanne. Il soupira, agacé par ce changement de dernière minute qui perturbait son emploi du temps méticuleusement planifié. Ses nouveaux partenaires potentiels avaient insisté pour rester anonymes jusqu'à cette rencontre décisive, une exigence qu'il avait acceptée uniquement parce que leur proposition financière était exceptionnellement intéressante, suffisamment pour justifier cette entorse à ses habitudes de contrôle total. Mais il détestait être pris par surprise, détestait se sentir, même momentanément, dans la position de celui qui répond plutôt que de celui qui dicte les conditions. Il se leva, rajusta sa cravate dans le reflet de la vitre, passa une main dans ses cheveux légèrement grisonnants aux tempes, une touche d'argent qui, loin de diminuer son charisme, semblait l'amplifier, lui conférant cette aura de maturité que tant d'hommes d'affaires cultivaient consciemment. Il rassembla les documents essentiels, les glissa dans une pochette de cuir italien, et se dirigea vers la salle de conférence, préparant mentalement ses arguments, son charme calculé, sa stratégie pour dominer cette rencontre comme il dominait toutes les autres. L'ascenseur privé le conduisit rapidement au niveau des salles de réunion. Le couloir était désert, silencieux, éclairé par cette lumière artificielle qui ne faisait aucune concession aux nuances du jour ou aux humeurs du temps. Les portes de la salle Cézanne s'ouvrirent devant lui, reconnaissant automatiquement sa présence. Il entra avec l'assurance d'un conquérant, de celui pour qui chaque nouvelle rencontre est un territoire à annexer. Et s'arrêta net. Assise à la grande table ovale en merisier, une femme l'attendait. Seule. Calme. Concentrée. Une femme dont le visage lui semblait vaguement familier, mais qu'il ne parvenait pas à situer immédiatement dans les catégories habituelles de ses relations professionnelles. Elle portait un blazer bleu nuit, sobre mais élégant, qui contrastait avec la blancheur immaculée d'une chemise simple. Ses cheveux châtains, détachés, encadraient un visage aux traits délicats mais fermes, creusés par ces lignes d'expression qui sont les signatures d'une vie pleinement vécue. Mais c'était surtout son regard qui frappait, clair, direct, d'une intensité tranquille qui semblait voir au-delà des apparences, au-delà des masques sociaux. Un regard qui le traversait comme s'il était transparent. « Bonjour, monsieur Ravel, dit-elle d'une voix posée, mélodieuse mais ferme, en tendant la main vers lui. Je pense que nous pouvons parler en tant que partenaires, à présent. » Il y avait dans son geste, dans sa voix, dans toute sa posture, une assurance naturelle qui n'avait rien à voir avec l'arrogance, mais qui émanait plutôt d'une connaissance profonde de sa propre valeur. C'était la confiance de quelqu'un qui n'a rien à prouver, rien à défendre, simplement une vérité à partager. C'est alors qu'Alexandre la reconnut, comme si un voile tombait soudain de ses yeux. La jardinière. Celle qu'il avait à peine remarquée ce matin, celle à qui il avait parlé sans la regarder, celle qu'il avait jugée sans la connaître, celle dont il avait commenté l'existence avec cette condescendance qu'il réservait aux personnes qu'il considérait comme insignifiantes dans l'ordre du monde tel qu'il le concevait. Il sentit un malaise l'envahir, une sensation rare et profondément désagréable pour lui. Non pas simplement de la gêne ou de l'embarras, mais quelque chose de plus profond, comme la première fissure dans un édifice qu'on croyait inébranlable. La reconnaissance soudaine que sa perception du monde, des autres, pouvait être fondamentalement erronée. C'est inattendu, balbutia-t-il maladroitement, cherchant ses mots comme un nageur cherche un appui dans des eaux soudain trop profondes. Je suis désolé si. Anna leva légèrement la main, l'interrompant avec une autorité tranquille qui n'avait pas besoin de s'affirmer bruyamment pour être ressentie. Je n'attends pas d'excuses, dit-elle calmement mais fermement. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin, ni vous ni moi. J'attends que vous regardiez autrement les gens, la valeur, le partenariat. J'attends que vous voyiez au-delà des apparences, des fonctions, des rôles sociaux. C'est là que réside le véritable potentiel de transformation. Il y avait dans sa voix non pas du jugement ou de la condamnation, mais une clarté presque clinique, comme si elle diagnostiquait non pas une faute morale, mais une myopie,
une limitation de perception qu'il était possible de corriger avec les bons outils, la bonne approche. Elle ouvrit un dossier épais posé devant elle sur la table. À l'intérieur, des pages et des pages de projets écologiques minutieusement détaillés, d'études d'impact environnemental, de projections financières, d'initiatives durables pour transformer l'entreprise de l'intérieur. Des schémas, des graphiques, des données chiffrées, mais aussi des croquis d'une beauté saisissante qui montraient comment les espaces pouvaient être repensés, comment la nature pouvait être intégrée non pas comme un simple ornement, mais comme un partenaire vital de l'activité humaine. Tout portait sa signature, son style, sa vision, un mélange unique de rigueur scientifique et de sensibilité artistique, d'expertise technique et d'intuition créative. C'était le travail d'une vie, la cristallisation d'une philosophie entière. Je ne suis pas ici pour décorer votre entreprise, poursuivit-elle en tournant les pages du dossier avec des gestes délibérés, presque cérémoniels. Je suis ici pour la transformer. Pour lui permettre de devenir ce qu'elle pourrait être si elle acceptait de voir plus loin que le prochain trimestre, plus profondément que les fluctuations du marché. Je suis ici pour vous offrir une vision qui allie prospérité économique et régénération environnementale, non pas comme un compromis, mais comme deux phases d'une même réalité. Alexandre s'était assis, presque malgré lui, captivé par ce qu'il voyait, par ce qu'il entendait. Il feuilletait les documents avec un mélange d'incrédulité et de fascination croissante, découvrant avec stupéfaction l'ampleur et la profondeur du travail qu'elle présentait. Ce n'étaient pas de simples idées esthétiques, des propositions superficielles pour verdir l'image de l'entreprise. C'était une refonte complète de la philosophie même qui guidait Ravel Group, une vision qui alliait rentabilité et responsabilité d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée, qu'il avait peut-être même inconsciemment résisté à envisager. Il tournait les pages, absorbant les chiffres, les projections, comprenant avec une clarté grandissante que ce qu'elle proposait n'était pas un sacrifice économique au nom de principes abstraits, mais une voie vers une forme de prospérité plus durable, plus résiliente, plus alignée avec les défis du siècle à venir. Anna le regardait lire, observer, intégrer. Elle voyait les émotions passer sur son visage comme des nuages sur un paysage, l'incrédulité initiale, la résistance instinctive, puis cette ouverture progressive, cette fissure dans l'armure des certitudes. Elle ne disait rien, lui accordant ce temps précieux d'absorption, de compréhension. Car elle savait que les vérités les plus profondes ne peuvent pas être imposées, elles doivent être découvertes, embrassées librement. Finalement, elle se leva lentement, rassemblant ses affaires avec des gestes mesurés qui n'exprimaient ni impatience ni hâte, mais plutôt le respect d'un rythme naturel, d'un processus qui ne pouvait être forcé. Si nous restons partenaires, cela dépendra de votre capacité à changer, conclut-elle en le regardant droit dans les yeux, sans défi mais avec cette honnêteté cristalline qui était sa marque. Pas simplement à ajuster vos stratégies ou à polir votre image, mais à transformer fondamentalement votre façon de voir le monde, votre entreprise, les personnes qui y travaillent, et peut-être surtout, vous-même. Elle se dirigea vers la porte, la démarche assurée, sans hâte mais sans hésitation, comme une personne qui sait exactement où elle va, non pas parce que le chemin est clairement tracé, mais parce qu'elle porte en elle une boussole intérieure qui ne la trompe jamais. Avant de sortir, elle se tourna une dernière fois. « La réunion est terminée pour aujourd'hui, Monsieur Ravel, dit-elle avec une douceur qui n'enlevait rien à la fermeté de son propos. Je vous laisse réfléchir. Demain, nous verrons si vous êtes capable de voir au-delà des apparences. Si vous êtes capable de reconnaître la valeur là où elle se trouve véritablement. Si vous êtes capable de construire un véritable partenariat basé non pas sur la hiérarchie ou la domination, mais sur la complémentarité, le respect mutuel, la vision partagée d'un avenir meilleur. » La porte se referma derrière elle avec un déclic presque imperceptible, laissant Alexandre seul avec les dossiers, les projets, les visions, et le miroir qu'elle venait de placer devant lui. Un miroir dans lequel il découvrait non seulement son arrogance, mais aussi ses limites, ses angles morts, ces ondes de lui-même qu'il avait peut-être délibérément choisi de ne pas explorer, par peur de ce qu'il pourrait y trouver. Il s'assit lentement, les yeux fixés sur la porte close, comme s'il pouvait encore percevoir l'empreinte de sa présence. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis ces années d'université où le monde semblait encore rempli de possibilités infinies plutôt que de contraintes à naviguer, il se sentait profondément déstabilisé, remis en question jusqu'au fondement même de ses certitudes. Pour la première fois, il se demandait s'il avait eu tort. Non pas sur une stratégie d'entreprise ou un investissement, des domaines où il avait appris à naviguer l'incertitude avec une confiance presque infaillible, mais sur sa façon même de voir le monde, de catégoriser les êtres humains, de distribuer valeur et respect selon des critères qui lui apparaissaient soudain d'une superficialité presque risible. La nuit était tombée sur Lyon,
enveloppant la ville dans ce silence particulier où les bruits urbains semblent s'estomper pour laisser place à une forme de contemplation. Dans son bureau, les lumières toujours allumées créaient un îlot de clarté dans l'obscurité environnante. Alexandre était toujours là, plongé dans les dossiers d'Anna, absorbant page après page cette vision alternative qu'elle proposait, cette possibilité d'une autre façon de faire des affaires, de créer de la valeur, d'exister dans le monde. Il découvrait une intelligence, une vision, une intégrité qui le fascinait et l'intimidait à la fois. Une façon de penser qui ne rejetait pas le profit ou la croissance, mais qui les inscrivait dans un contexte plus large, plus profond, plus connecté à la réalité vivante dont toute activité humaine dépend ultimement. Il découvrait aussi, peut-être pour la première fois avec cette clarté, une opportunité. Peut-être la plus importante de sa carrière, celle de devenir plus qu'un homme d'affaires prospère, plus qu'un nom dans les classements de fortune ou les magazines économiques. Celle de devenir un véritable acteur de changement, quelqu'un qui aurait participé à redéfinir ce que signifie réussir dans un monde aux ressources limitées, aux défis sans précédent. L'idée était à la fois exaltante et terrifiante. Car elle impliquait de remettre en question non seulement des habitudes professionnelles, mais des aspects fondamentaux de son identité. Elle lui demandait d'admettre qu'il pourrait avoir passé des décennies à poursuivre une vision du succès qui, peut-être, n'était pas aussi satisfaisante, aussi complète, aussi authentique qu'il avait cru. Dehors, les lumières de la ville créaient une toile de fond scintillante, comme un ciel d'étoiles ramené à hauteur humaine. Anna marchait tranquillement vers sa voiture, garée dans un coin discret du parking, loin des places réservées aux dirigeants. Son pas était léger, son cœur serein. Elle savait qu'elle venait de planter une graine. Une graine qui, comme toutes celles qu'elle avait semées au cours de sa vie, aurait besoin de temps, d'espace et de patience pour germer, pour s'enraciner, pour déployer ses feuilles vers la lumière. Mais elle savait aussi reconnaître un sol fertile lorsqu'elle en voyait un. Et sous l'arrogance d'Alexandre, sous les couches de conditionnement social et d'habitude de pensée, elle avait perçu cette fertilité, cette possibilité de croissance, cette capacité latente à s'ouvrir à une vision plus large, plus inclusive, plus harmonieuse de ce que pourrait être le succès. Elle ne savait pas encore s'il choisirait d'accueillir cette vision, de l'embrasser pleinement, de la faire sienne. Mais elle avait fait sa part. Elle avait offert la graine, préparé le sol, fourni les premiers nutriments. Le reste ne lui appartenait pas. C'était la leçon la plus profonde que la nature lui avait enseignée, cette sagesse d'agir pleinement tout en lâchant prise sur le résultat, cette capacité à faire confiance au processus de vie lui-même. En montant dans sa voiture, elle jeta un dernier regard vers le bâtiment imposant, vers cette fenêtre éclairée où elle savait qu'Alexandre poursuivait sa propre exploration intérieure. Elle sourit doucement, sachant que quelle que soit l'issue de cette rencontre, quelque chose d'important s'était produit aujourd'hui. Une graine avait été plantée. Un potentiel avait été révélé. Une possibilité nouvelle avait émergé dans le monde. On sous-estime souvent ce qui est silencieux. Mais c'est dans le silence que le caractère est mis à l'épreuve, que les vérités les plus profondes sont entendues, que les transformations les plus durables prennent racine. Et la façon dont vous traitez quelqu'un sans titre, sans pouvoir apparent, sans place évidente dans les hiérarchies que vous reconnaissez, révèle si vous méritez un véritable partenariat, une véritable connexion, une véritable alliance créative. Car dans le jardin de la vie, les plus belles fleurs sont souvent celles qu'on ne remarque pas au premier regard, celles qui poussent patiemment dans les marges, dans les interstices, attendant le moment juste pour révéler leur extraordinaire beauté. Et les partenariats les plus féconds sont ceux qui transcendent les apparences pour reconnaître la valeur intrinsèque de chaque être, la contribution unique que chacun peut apporter à cette œuvre collective qu'est la création d'un monde plus juste, plus harmonieux, plus vivant. L'aube se lèverait bientôt sur un nouveau jour, apportant avec elle de nouvelles possibilités, de nouvelles décisions, de nouveaux chemins à explorer. Et peut-être, juste peut-être, un nouveau type de partenariat entre ceux qui avaient appris à voir véritablement.